Donc, à ma droite et à votre gauche, c'est maître Catherine Lemoine, qui est donc avocate au barreau de Rennes, au cabinet Phoenix, donc spécialiste en droit social, droit social et protection sociale. Hein. Droit du travail, voilà, et cabinet, le cabinet dans son ensemble est spécialisé en vraiment droit du travail, oui. D'accord. Et donc, à mes côtés également, alors qui n'apparaît pas directement à la caméra, mais qui apparaîtra dans quelques instants, ça va venir quand parole sera prise, c'est M. Olivier Dumarty, qui est directeur des ressources humaines de Groupama Loire-Bretagne. Je pense que c'est 6 départements, plus de 2000 salariés. Voilà, 2200 salariés. 2200 salariés. Et après un parcours en ressources humaines dans plusieurs entreprises, y compris dans l'énergie, les télécoms et jusqu'à. Dans le BTP, dans les télécoms, voilà. Le courtage en assurance. Donc, beaucoup d'expérience et depuis 15 ans, à peu près, Groupama, je crois. Groupama depuis 15 ans. Groupama, pas 15 ans, c'est très bien enseigné. Merci. Je vous propose de commencer d'ailleurs peut-être par une première question voilà, en lien avec cette table ronde. En tant que directeur de ressources humaines, voilà, confronté dans des recrutements, de remplacement, que ce soit de cadre ou à d'autres niveaux, voilà, pour remplacer tout simplement les départs, est-ce que les règles actuelles juridiques liées à la prédominance du CDI, c'est-à-dire placé dans le Code du travail, article 221-2 du Code du travail comme contrat de droit général et de principe, est-ce que ça vous a déjà posé des difficultés dans votre processus de recrutement? Alors non. Le CDI est effectivement, alors, dans une entreprise comme la nôtre, extrêmement majoritaire. Hein, on doit avoir 95% des salariés qui sont en CDI. Le CDD, alors pourquoi le CDI? Parce que c'est sa simplicité d'utilisation. Donc, CDI, vous ouvrez un poste, vous ouvrez un CDI, vous n'avez pas, entre guillemets, à justifier du recours au CDI. Contrairement au CDD, où il faut justifier le recours au CDD, c'est soit du surcroît d'activité, soit du remplacement, avec une date de fin qui éventuellement est la fin du surcroît d'activité ou le retour de la personne remplacée. Alors, quand vous ouvrez un CDI, vous n'avez pas à justifier pourquoi c'est un CDI, pourquoi ce n'est pas un CDD, ce qui n'est pas le cas du CDD, où, comme vous le savez tous, vous n'avez pas le droit de pourvoir en CDD une mission qui est pérenne au sein de l'entreprise. Donc, le CDI, dans une entreprise comme la nôtre, il a évidemment une forte prédominance par sa simplicité d'utilisation, puis par le fait qu'il a, vous l'évoquiez tout à l'heure, un côté rassurant à la fois pour le salarié et puis pour l'entreprise. L'entreprise, parce que quand elle recrute en CDI, elle n'a pas à se poser la question de la fin du contrat, éventuellement du renouvellement de contrat, du non-retour de la personne, de est-ce que le surcroît va durer, va pas durer, est-ce que je fais un premier contrat de 6 mois que je vais prolonger ou pas prolonger. En CDI, vous signez le CDI et puis basta. Enfin, vous ne posez plus la question d'éventuellement. Ce qui est compliqué dans le CDD, c'est le renouvellement. Des fois, vous avez quelqu'un qui est en CDD pour un remplacement, et puis tout d'un coup, vous dites, bon, je l'ai recruté en remplacement, mais est-ce que je peux essayer de transformer son CDD en CDD de surcroît? Enfin, vous voyez, vous avez… Et les règles juridiques sont quand même assez complexes, entre passer d'un surcroît à un remplacement, d'un remplacement à un surcroît, additionner les CDD pour des motifs de surcroît, vous avez droit qu'à 2 renouvellements. Ah, voilà, la gymnastique du CDD est quand même beaucoup plus complexe que la gymnastique du CDI, donc le CDI est favorisé. Et puis, vous l'indiquiez aussi tout à l'heure, est-ce que c'est la poule et l'œuf, hein, est-ce que c'est le droit qui doit suivre la vraie vie ou est-ce que c'est la vraie vie qui suit le droit? Je pense quand même que depuis quelques années, c'est quand même plutôt le droit qui court après la vraie vie. Et la crise sanitaire a renforcé, je pense, cette réalité qui était déjà présente depuis quelques années. C'est-à-dire que la crise sanitaire et l'émergence en force, l'irruption en force du télétravail dans beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas déjà recours au télétravail ou qui y avaient recours de manière relativement marginale, a clairement posé la question, alors vous évoquiez aussi tout à l'heure, qui est la question du lien de subordination. On a, nous, des questionnements, on l'évoquait ce matin, sur des salariés qui, quand ils sont en situation de télétravail, mettent en cause un peu le lien de subordination. Je prends un exemple, moi je vais dans des choses très très concrètes. Hein. La question, et on n'a pas de contentieux, mais on a été interrogé par les organisations syndicales sur le sujet, c'est est-ce que l'employeur, est-ce qu'un manager, en l'occurrence, peut imposer à un collaborateur, lors d'une réunion comme celle qu'on est en train de faire, d'allumer sa caméra? C'est une question qui est nouvelle et qui n'existait pas il y a quelques mois.
Alors moi, ma position en tant que DRH, évidemment, c'est de dire oui. Voilà, parce que évidemment, le travail à distance ne met pas de distance dans le lien de subordination. Le contrat de travail, que vous travaillez à domicile ou dans les locaux de l'entreprise, il y a toujours, c'est le même contrat de travail qui s'applique, c'est le même droit du travail qui s'applique, et le lien de subordination, il n'est pas distendu par le fait que vous ne soyez pas présent dans les locaux. Et si, entre guillemets, je vais sur le terrain de la boutade, le terrain préféré, c'est quand même de dire que quand vous faites un entretien en présentiel avec un collaborateur, le collaborateur ne vous dit pas « tiens, je n'ai pas envie que tu me regardes » ou « je mets un voile » ou « je mets un paravent parce que je n'ai pas envie que tu me regardes ». Et par ailleurs, il y a aujourd'hui des dispositifs techniques qui permettent soit de flouter le contour de l'individu, on ne voit pas ce qu'il y a derrière, soit de mettre une espèce de masse, enfin de fond d'écran, entre guillemets, qui fait que vous pouvez très bien mettre un fond d'écran au Groupama, et on ne sait pas si vous êtes dans les cours de l'entreprise, si vous êtes chez vous, etc. Et on a eu une intervention, nous, d'un juriste qui travaille pour le compte Groupama, qui nous a dit qu'il commençait à y avoir de la jurisprudence sur le sujet, qui est non pas sur le terrain du contrat de travail ou du lien de subordination, mais sur le terrain des libertés individuelles, qui font visiblement une irruption de plus en plus importante dans le lien contractuel de collaborateurs qui contesteraient, au nom du respect de leur liberté individuelle, le lien de subordination et les directives données par l'employeur. Bon, je ne vous cache pas, hein, c'est tout frais, moi j'ai appris ça ce matin. Je ne pensais pas qu'à ce point-là, les libertés individuelles pouvaient venir éventuellement questionner le lien de subordination ou les directives données par l'employeur. Donc c'est un nouvel élément que je vais prendre en compte, mais voilà, visiblement, les salariés, je pense bien informés et mal intentionnés, commencent à remettre en question et disent non, moi je n'allumerai pas ma caméra, parce qu'au titre de la liberté individuelle, je considère que je n'ai pas allumé ma caméra. Bon, alors moi en DRH et en salaud de service que je suis, en tortionnaire, il est évident qu'un salarié qui me fait ce type de réponse, je vais immédiatement me mettre fin au télétravail et je lui dis écoutez, puisque c'est comme ça, vous revenez sur site, parce que le télétravail il est réversible. Il faut un accord, il faut l'accord du salarié, il faut l'accord de l'employeur. Un employeur ne peut pas imposer le télétravail à un salarié, mais le salarié ne peut pas imposer le télétravail à son employeur. Donc moi, le jour où dès que j'aurai un salarié qui me dira, écoutez, moi, je veux bénéficier du télétravail, mais je n'allumerai pas ma caméra lorsqu'on fait une réunion de service ou un tour de table, etc., parce que je considère que je n'ai pas envie d'allumer et que c'est attentatoire à ma liberté individuelle, dès le lendemain, je mettrai fin à son télétravail, il reviendra travailler dans l'entreprise. On verra bien ce qu'il nous expliquera, s'il nous explique qu'il faut qu'il vienne voilé ou avec un chapeau ou avec un truc parce qu'il ne veut pas qu'on voit son visage en entreprise. Donc voilà, moi, vous voyez, ça date de ce matin, c'était une réunion qu'on avait en vidéoconférence ce matin avec Maître Boulanger, qui est un de nos avocats parisiens de Groupama, voilà, qui nous disait on commence à avoir des contentieux ou des gens qui cherchent à faire du contentieux sur ce terrain-là. Bon, une petite personnelle, ça ne m'est pas encore arrivé et que j'y mettrai fin extrêmement rapidement, mais voilà. Donc, le lien de subordination est questionné maintenant quand même par le travail à distance. Et pour ce qui est de la puissance du CDI, je pense que c'est un modèle qui reste encore extrêmement puissant pour les raisons que j'ai évoquées, sa simplicité de mise en œuvre. Et puis maintenant aussi, sa simplicité de fin, de rupture de contrat de travail. C'est-à-dire que le formidable essor de la rupture conventionnelle fait qu'aujourd'hui, sortir d'un contrat de travail en CDI, ça devient quand même extrêmement simple. Là aussi, je parle de choses très, très concrètes et de mon vécu quotidien. Dans une entreprise, 2200 salariés. Moi, depuis que je suis à Groupama Loire-Bretagne, depuis 6 ans bientôt, je gère entre 25 et 30 ruptures conventionnelles par an. Donc c'est un nombre significatif. Et évidemment, ces ruptures conventionnelles, soit ça vient en lieu et place de démission, éventuellement. Donc aujourd'hui, il est de plus en plus rare que les gens démissionnent, parce que j'ai envie de dire qu'il faudrait quand même être idiot pour démissionner quand on peut éventuellement négocier une rupture conventionnelle et puis passer par la case départ comme au Monopoly et toucher 20 000 euros. Voilà, ce serait quand même une ballot de ne pas le faire, en tout cas de tenter sa chance. On a quand même encore des démissions, mais dans une entreprise comme celle dans laquelle j'exerce, au début des années 2000-2010, il y avait 50 démissions par an. Aujourd'hui, on est à 25 démissions, 25 ruptures conventionnelles. Ça a divisé par deux. Grosso modo, parce qu'on n'accepte pas toutes les ruptures conventionnelles, et juste pour vous amuser, voilà, parce que c'est la vraie vie d'un DRH, quand on refuse des ruptures conventionnelles, aujourd'hui, on a une proportion non négligeable de salariés qui procèdent à de l'abandon de poste. Sous d'ailleurs le conseil de certaines organisations syndicales, qui évidemment, elles ne l'avoueront jamais, mais
des salariés qui demandent des ruptures conventionnelles que nous refusons parce qu'on sait très bien que soit il n'y a pas de projet en fait, derrière, soit c'est juste pour essayer de toucher les 20 000 euros et pour aller éventuellement traverser la rue et travailler chez un concurrent. Et donc, on a des informations et qui font qu'on refuse parce que, bon, voilà, moi, je vais être un peu trivial, mais comme dirait l'autre, je veux bien être cocu, mais je ne veux pas payer la chambre. Donc, voilà, je veux bien que la personne parte, mais je ne veux quand même pas lui donner 20 000 euros pour qu'il aille chez le concurrent. Ben, les syndicats, leur conseil dit, tu n'as qu'à faire de la rupture conventionnelle. Pour des commerciaux ou d'autres collaborateurs, souvent le lendemain du refus de la rupture conventionnelle, le collaborateur en fait, vient garer la voiture devant l'agence, il rend son matériel, et puis il rentre chez lui, et puis il ne donne aucune nouvelle. Ce qui nous oblige à entamer des procédures de licenciement pour faute grave. C'est-à-dire qu'on envoie un premier courrier. Alors c'est lourd pour nous, c'est plus lourd que la rupture conventionnelle. On envoie un premier courrier recommandé en demandant à la personne de justifier son absence. Puis une semaine après, lui envoyer un deuxième courrier pour lui redemander de justifier son absence. Puis d'entamer la procédure de licenciement pour faute grave. Pourquoi les gens font ça? Alors, ils ont essayé de toucher les 20 000 euros, ils ne les ont pas touchés, mais c'est pour pouvoir s'inscrire à Pôle emploi, après derrière, et puis éventuellement bénéficier d'aide quand ils ont vraiment un projet de se mettre à leur compte, etc. Voilà. C'est ça la vraie vie terrain. Donc, le CDI, il est simple par sa conclusion, ils se rompt aujourd'hui extrêmement facilement, sachant que 80, enfin, je parle dans mon cas particulier, 99% des demandes de rupture conventionnelle sont à l'initiative des salariés, l'immense majorité. Donc, j'ai envie de dire, le salarié aujourd'hui, il ne se sent pas pieds et poings liés par un CDI. Il sait qu'il y a une rupture conventionnelle, que 2 fois sur 3 on dit oui, et que la fois où on ne dit pas oui, ben, s'il est vraiment motivé pour quitter, s'il a vraiment un projet, ou souvent, c'est des gens qui demandent une rupture conventionnelle alors qu'ils ont déjà signé un contrat de travail ailleurs, qui se disent on ne sait jamais sur un malentendu, si je peux avoir le beurre, l'argent du beurre pour la totale, ils essayent et ils font de l'abandon de poste, effectivement, quand ils ont un employeur de l'autre côté qui leur met un peu la pression parce que bon, ils sont pressés que la personne prenne ses fonctions. Donc, ils font de l'abandon de poste, ils ont 2 contrats de travail pendant ce temps, hein, ils commencent ailleurs. Ils laissent courir la procédure, hein, parce que souvent, dans ce cas de figure, on n'a absolument jamais de nouvelles. Hein, les gens ne répondent pas au courrier, on ne répond pas aux SMS, on cherche les joindre par téléphone, ils ne rappellent pas. On est vraiment dans de l'abandon de poste pur et simple, il n'y a aucune équivoque, il n'y a aucune ambiguïté. Et donc voilà, le contrat de travail en CDI aujourd'hui, il est facile à conclure, il est facile à rompre. Le lien de subordination avec le télétravail, ben, voilà, j'apprends qu'il se questionne au titre des libertés individuelles. Pour moi, c'est un scoop de ce matin. Mais je savais que j'avais déjà des interrogations sur la caméra, pas la caméra, machin truc, enfin, ce genre de choses. Voilà, donc je pense que le CDI a beaucoup jours devant lui. Le CDD étant plus complexe à gérer parce qu'il faut le justifier, il faut des motifs. Le renouvellement du CDD est plus compliqué. Passer d'un motif à un autre, c'est plus compliqué. Voilà, et la facilité de rupture du CDI fait qu'il y a guère d'inconvénients aujourd'hui à quitter un CDI, surtout que dans le rapport qu'ont aujourd'hui les salariés par rapport à l'employeur, il est rare aujourd'hui que quelqu'un signe un contrat de travail en espérant que ça dure toute la vie. On n'est plus dans la logique où le CDI est quelque chose de rassurant pour un salarié. Il dit « Ouf, ça y est, j'ai un CDI, je vais pouvoir commencer à construire ma vie ». Aujourd'hui, un jeune, sous les yeux, un jeune qui débute dans la vie professionnelle aujourd'hui, il a parfaitement intégré le fait que dans sa vie professionnelle, il va connaître 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 employeurs, ce qui n'était peut-être pas le cas des générations précédentes. Je suis moi dans une entreprise, on a quand même encore beaucoup de gens qui partent en retraite à 61, 62 ans et qui ont fait 40 ans dans la même boîte. Ça, c'est des modèles qui n'existeront plus. Des gens aujourd'hui, à part alors peut-être dans la fonction publique et encore, je pense qu'on doit le secteur privé, des gens qui rentreront à 20 ans dans une entreprise en espérant y finir leur vie professionnelle, ça n'existe plus. Ce n'est plus l'horizon aujourd'hui insurpassable d'un collaborateur. Ce n'est pas dire « chouette, j'ai trouvé un CDI, je suis peinard jusqu'à la retraite ». Aujourd'hui, ça n'existe plus. J'ai été très long, excusez-moi. Non, mais justement, merci beaucoup. Alors, du coup, je vais poser la question à Maître Lemoine, justement, par rapport dans le conseil que vous avez reprise, ou même peut-être dans l'aspect contentieux. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vérifié depuis l'entrée en vigueur, voilà, l'essor de la rupture conventionnelle, etc. Le fait que finalement, ça se retrouve dans l'utilisation du CDI, peut-être facilité, une embauche en CDI facilitée l'entreprise en disant de toute façon, dans la gestion du contentieux derrière, finalement, il y a les barèmes Macron, on a l'essor de la rupture conventionnelle. Est-ce que tout ça fait finalement que le CDI, qui avait une image un peu de contrat carcan pour l'entreprise, ça s'est un peu libéré par rapport aux contrats courts qui, eux, justement, restent dans un cadre très strict, on parlera un petit peu du danger derrière. C'est quelque chose que vous avez pu vérifier ici? Oui, je rejoins tout à fait les propos de monsieur du parti. Effectivement,
Le CDI, c'est le contrat de droit commun, donc il est facile à conclure. Aujourd'hui, avec les ordonnances Macron, il est beaucoup plus facile à rompre. On a quand même une sécurisation du barème de la rupture, même si la jurisprudence et les magistrats et les avocats de salariés essayent de dépasser ce barème. On pourra en discuter. Effectivement, le CDI, c'est le contrat de droit commun et le CDD, c'est le contrat d'exception. Il faut se référer au Code du travail. Dans le Code du travail, vous n'avez pas d'article qui réglemente le contenu du contrat à durée indéterminée. On sait effectivement qu'il y a des clauses qui sont illicites parce qu'elles portent atteinte à l'ordre public social, mais vous n'avez pas un article dans le Code du travail qui vous dira voilà, le CDI doit contenir telle ou telle clause. Et heureusement, parce que le CDI, c'est un contrat à exécution successive. Monsieur Dumarty vous l'a dit, c'est vrai que c'est compliqué d'embaucher quelqu'un à l'instant T et de savoir à T+1 ce que va devenir la relation contractuelle. Le CDD, vous avez dans le Code du travail des articles qui réglementent le contenu du contrat à durée déterminée. On ne peut pas faire n'importe quoi dans le contrat à durée indéterminée. Souvent, on a des clients qui viennent nous voir et ce qui peut faire peur dans le contrat à durée indéterminée, c'est cette fameuse période d'essai. La période d'essai, elle est réglementée soit dans le Code du travail, soit dans les conventions collectives. Il y a des conventions collectives qui prévoient des renouvellements de période d'essai, donc c'est beaucoup plus confortable pour l'employeur pour tester les capacités du salarié à occuper le poste. C'est aussi confortable aussi pour le salarié, parce que le salarié aussi dispose, on oublie toujours le côté du salarié, mais le salarié, lui aussi, peut vérifier l'adéquation du poste qu'on lui propose à ce qu'il souhaite. Donc, le danger, c'est d'utiliser le contrat à durée déterminée pour faire une période d'essai. Parce que vous disiez, en 2019, il y a énormément de contrats courts. Alors, je ne connais pas cette statistique, mais est-ce que ces contrats courts, est-ce qu'ils sont vraiment utilisés pour un objet court ou est-ce qu'ils sont utilisés pour tester le salarié en pré-période d'essai, c'est-à-dire que je fais un contrat à durée déterminée, j'essaye de rentrer dans les cases qui me sont données par le Code du travail, accroissement temporaire d'activité, remplacement, mission exceptionnelle. J'essaye de le refaire rentrer dans ces cases-là. Ça va me permettre de tester, de déjouer une période un petit peu courte de la période d'essai qui figure dans ma branche. Et puis, s'il est performant, la relation contractuelle va se poursuivre en relation à durée indéterminée. Et il y a encore aujourd'hui, il suffit d'ouvrir les offres d'emploi. Et je suis toujours effrayée par ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des postes à durée déterminée en disant susceptibles d'évoluer vers un poste à durée indéterminée. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que j'ai pas mon objet. Je n'ai pas mon objet à durée déterminée. Je l'utilise en période d'essai. Donc là, c'était simplement pour revenir sur la conclusion du contrat à durée déterminée. Un contrat à durée déterminée, il y a des règles pour le conclure. Et vous avez du contentieux sur ces règles-là. On a très peu de contentieux sur la rédaction du contrat à durée indéterminée, sauf sur certaines clauses. Mais sur la rédaction en lui-même, on n'a pas de contentieux. Le contentieux, il naît de la rupture du contrat à durée indéterminée. Sur le contrat à durée déterminée, j'ai du contentieux. Si mon motif est mal écrit, j'ai un contentieux de requalification. Parler tout à l'heure, je ne vais pas avancer, répondre à toutes les questions en même temps, mais mal rédiger un contrat à durée déterminée, ça expose énormément l'employeur. Mal rédiger un contrat à durée indéterminée, aujourd'hui en plus, sauf dans des cas très précis, je ne suis même pas obligée de faire un contrat. Il suffit de faire une déclaration préalable à l'embauche. Si je suis hyper frileux en tant qu'employeur, je fais juste ma déclaration à l'embauche et puis je ne fais pas de contrat de travail, je régis ma relation de travail va se dérouler comme ça, sans aucune obligation de part et d'autre, si ce n'est moi fournir du travail employeur et vous, salariés, de travailler, je paye la rémunération. Ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, qui est beaucoup plus rigide. Et puis aussi, il est plus rigide dans la rupture. Dans la rupture, contre un contrat à durée déterminée, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué à la fois pour l'employeur, mais à la fois aussi pour le salarié. Alors, pour le salarié, il a une porte de sortie s'il justifie d'un contrat à durée indéterminée aujourd'hui. Autrement, s'il n'a pas cette justification-là, il est emprisonné dans la relation de travail à durée déterminée. Mais l'employeur également est emprisonné dans cette relation de travail à durée déterminée. Vous faites un contrat, un CDD, alors il y a les motifs de remplacement qui vous permettent d'aller sur une durée indéterminée, mais souvent on utilise, et c'est pour le
le CDD pour accroissement temporaire d'activité, on est obligé de donner une durée. Je ne peux pas le rompre avant. J'ai une période d'essai qui est limitée. Je ne peux pas le rompre. Je peux pas le rompre avant le terme. Et si le motif que l'on trouve, qui est l'insuffisance professionnelle, que l'on peut utiliser pour rompre un contrat à durée indéterminée, je ne l'ai pas dans le cadre du contrat à durée déterminée. C'est-à-dire que j'ai embauché quelqu'un qui peut être, me paraître très performant sur la période d'essai, puis finalement n'est pas aussi performant que ça. Si j'ai fait un contrat assez long, eh bien, je suis obligée de le garder. Il n'y a que la faute grave ou la rupture d'un commun accord qui me permet de sortir de la relation contractuelle. Et puis, pour rebondir après sur la rupture conventionnelle, c'est un mode de rupture consensuelle, mais qui n'est ouvert que pour le CDI. Ce mode de rupture n'existe pas pour le contrat à durée déterminée. Là où je suis obligée d'avoir un commun accord, de faire un document avec le salarié. La rupture conventionnelle, elle existe aujourd'hui pour le CDI, elle est réservée pour le CDI. Alors le CDI, oui, il est plus facile à rompre. On a toujours, bien sûr, sous le visa des juges, hein, parce que malgré tout, l'employeur a toujours l'obligation de fournir un motif de rupture. Il doit être une cause réelle et sérieuse. Toujours le motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail qui est vérifié par les juges. C'est l'appréciation souveraine des juges du fond. Et puis, à côté de ça, les ordonnances Macron ont essayé de sécuriser la rupture pour faire en sorte que le risque prud'homal soit déjà appréhendé et mesuré par l'employeur quand il embauche son salarié. Donc, effectivement, dans le Code du travail, maintenant est codifié ce fameux barème en fonction de l'ancienneté du salarié et en fonction de la taille de l'entreprise. Vous avez un barème qui vous donne une vision de la rupture, du risque prud'homal, mais qui vous permet aussi d'avoir une vision dans la négociation de la rupture. Toutes les ruptures n'aboutissent pas au contentieux. Toutes les ruptures ne se font pas par le biais de la rupture conventionnelle, parce que malgré tout, il faut quand même un accord des deux parties. Et même si très majoritairement, c'est le salarié qui la sollicite, tous les employeurs ne sont pas aussi conciliants que vous. Et il y a des employeurs qui, par question de principe, refusent d'aller sur la rupture conventionnelle. Aller sur le terrain de la rupture conventionnelle, c'est un petit peu facile. Un salarié veut sortir de la relation contractuelle pour X ou Y raison. Alors, il a qu'à démissionner. Effectivement, moi, si je lui offre la rupture conventionnelle, c'est pour qu'il ait sa sécurité, qu'il ait un revenu de remplacement, qu'il puisse avoir Pôle emploi. Moi, je ne veux pas m'inscrire dans ce dispositif-là. Et puis, la rupture conventionnelle, elle a un coût aussi. Elle a un coût, parce que le salarié, il part, il veut partir, il veut me quitter, mais je dois quand même le payer. J'ai quand même une indemnité de rupture conventionnelle. Donc, tous les employeurs ne sont pas aussi favorables à ce mode de rupture. Des fois, c'est coûteux, et des fois, pour des questions de principe. Et je ne veux pas créer non plus, ils ne veulent pas non plus créer des précédents dans leur entreprise en disant je l'octroie à un, je vais l'octroyer, le deuxième va venir, le troisième, etc. Et ça va être un processus normalisé de sortie de ma société avec à chaque fois un coût qui peut être faible, mais important. Et puis sur le barème Macron, alors je ne sais pas si je réponds sur cette… C'est dans l'esprit. Voilà. Est-ce que ça a favorisé finalement, par rapport aux conseils que vous avez pu donner ou les contentieux que vous avez pu suivre, est-ce que ça a pu favoriser finalement cette espèce de regain d'intérêt pour le CDI qui était pendant longtemps décrié par certains employeurs comme étant trop rigide par rapport à certains postes et par comparaison avec justement le recours difficile au contrat. Alors, c'est sûr que ça sécurise. Moi, quand un client vient me voir et quand je ne suis pas sûre du motif du CDD, je l'incite clairement à aller sur le contrat à durée indéterminée pour toutes les raisons que j'ai évoquées sur les modes de rupture. Et puis, sur le barème Macron, effectivement, aujourd'hui, on a quand même une visibilité du risque prud'homal, on a une visibilité des dommages-intérêts qui sont susceptibles d'être octroyés, mais des dommages-intérêts liés à la rupture, à la seule rupture du contrat de travail. On est bien d'accord, ce ne sont pas les dommages-intérêts qui balayent toute la relation de travail. Donc, il y a quand même une sécurisation. On sait vers quoi on peut tendre en cas de contentieux prud'homal. C'est très important également dans le cadre de la négociation de sortie.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas, un salarié qui a peu d'ancienneté, qui vient vous dire bah, c'est 2 ans de salaire parce que moi, j'ai tapé sur Internet et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit avec mon employeur, j'ai obtenu 2 ans de salaire. Donc, on dit si vous avez un an d'ancienneté, non, c'est 2 mois de salaire. Enfin, ce n'est pas 2 ans de salaire. Donc, c'est aussi plus facile d'orienter les négociations parce que aussi bien employeurs que salariés, sur Internet, on trouve de tout. Donc, ils viennent, moi, j'ai tel collègue ou tel ami qui a eu cette somme. Non, le barème Macron permet de recadrer les négociations. Mais on a eu, alors ce barème Macron, effectivement, recadrer les négociations et les avocats de salariés, notamment pour les salariés qui avaient une faible ancienneté, parce que là, on est vraiment sur une perte d'indemnisation par rapport à ce qu'ils étaient susceptibles de toucher avant les ordonnances Macron. Donc, épluche maintenant la relation de travail et le contrat de travail pour essayer effectivement de faire un peu une mise à la prévère, c'est-à-dire que les dommages et intérêts, je suis plafonné, mais je vais essayer de trouver d'autres sources de préjudice pour mon client salarié pour contourner ce barème Macron et obtenir un peu plus d'argent. Donc, autant sur la problématique de la rupture, on est cadré. Après, la procédure, le contentieux se déplace vers la relation de travail. On va voir effectivement comment on a régi la relation de travail. Est-ce que j'ai été malheureux? Est-ce qu'effectivement, on me demandait systématiquement d'être devant la caméra alors que ma liberté, la liberté individuelle fait que, et par respect de la vie privée, je pouvais rester floutée ou je n'avais pas à répondre à telles exigences, on l'a imposé. Donc, je vais réclamer également un préjudice là-dessus. Donc, le débat se déplace effectivement sur la relation de travail et sur comment a vécu la relation de travail le salarié. Et puis, pour terminer sur le barème Macron, donc, il y a également des cours d'appel qui ont essayé de s'affranchir de ce barème Macron en disant que ça ne réparait pas l'entier préjudice du salarié. Donc, toutes les cours d'appel n'allaient pas dans le même sens. Et il y a un arrêt qui est, je ne sais pas comment on l'a interprété, les professeurs, professeur à ma droite, un arrêt du 15 décembre 2021 de la Cour de cassation qui semble recadrer le barème Macron et dire effectivement, on ne peut pas s'affranchir comme ça du barème Macron, donc ce qui sécuriserait, parce qu'il y avait effectivement un petit flou sur le barème Macron, et notamment la Cour d'appel de Paris et les derniers arrêts, la Cour d'appel de Paris qui veut dire c'est pas, on peut sortir de ce barème-là si on arrive à démontrer que ce barème ne couvre pas l'entier préjudice du salarié. Donc, il fallait quand même que le salarié démontre un préjudice. Voilà, démontre un préjudice qui ne peut pas être couvert par la somme allouée, mais un recadrage par la Cour de cassation du 15 décembre 2021, enfin, nous, on l'interprète comme un recadrage et on pense effectivement que ça sécurise dans les relations, dans la rupture, le plafond d'indemnisation possible que le salarié peut obtenir. Merci beaucoup. Alors, du coup, peut-être enchaîner directement sur la question sur la requalification, puis après, venir sur l'utilisation du CDD que vous avez pu faire en tant que soit conseiller des entreprises, que vous en parliez. Voilà, c'est pas toujours évident de conseiller, il faut tomber dans le bon cadre, peut-être tellement même dans l'entreprise, il faut tomber sur le bon emploi, mais peut-être qu'on terminera sur une question de cet ordre-là, sur finalement, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez pu renoncer à un recrutement parce que c'était tombé mal dans un cadre, ou au contraire, vous l'avez fait plutôt en CDI par sécurité parce que parce qu'il y avait un risque de surcoût, c'était quand même plus simple. Mais peut-être, on va embrayer tout de suite sur une question en lien avec un peu sur le contentieux. L'un des grands risques associés finalement à un recrutement en CDI, c'est pas exactement ne pas respecter son forme, pas exactement sur le bon objet, pas respecter les renouvellements successifs, etc. Est-ce que le conseil que vous donnez aujourd'hui dans les contentieux que vous pouvez assister, c'est un risque que vous voyez souvent, et le risque de requalification non voulue en CDI derrière, c'est quelque chose sur lequel vous avez des clients sur lesquels ils sont souvent confrontés à cela. Ça reste quand même un des grands risques du droit des relations individuelles du travail aujourd'hui. Oui, le CDD, effectivement, expose à un risque de requalification. Alors, bien sûr, si effectivement, le contentieux naît à partir du moment où on n'a pas gardé le CDD. C'est-à-dire que le CDD s'achève et le salarié va saisir la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification
contrat à durée déterminée en CDI. Et il a dans sa besace plusieurs moyens, en fait. C'est-à-dire qu'il peut aller sur la rédaction du contrat. Donc, il y a telle ou telle clause qui n'ont pas été respectées, le motif n'est pas précis. Il peut aller sur la durée pas respectée. Il peut aller sur le nombre de renouvellements. Il peut aller sur les délais de carence qui peuvent séparer les contrats. Donc, oui, le risque de requalification est important. Le risque de requalification est important quand on fait un CDD, même si les ordonnances Macron de 2017 ont quand même ouvert aux branches la possibilité d'avoir un petit peu plus de souplesse dans certaines branches d'activité qui avaient beaucoup recours à du CDD, leur donne la possibilité d'adapter certaines règles du CDD, notamment en termes de durée. Il peut prévoir une durée au-delà de 18 mois. En termes de renouvellement, aujourd'hui, c'est de renouvellement, mais il y a des branches qui sont allées au-delà de ce nombre de renouvellements. Et puis, il y a le délai de carence qui doit séparer des CDD successifs. Il y a des branches aussi qui ont négocié pour raccourcir ce délai de carence ou le recalculer différemment, voire même le supprimer dans certains cas. Donc, il y a quand même une forme d'adaptation depuis 2017 du régime du CDD, mais uniquement sur ces points-là. Donc, il y a la métallurgie, il y a la propreté, il y a les travaux publics, rien à l'intérieur. Donc, il y a un certain nombre de branches qui ont quand même négocié, mais il ne faut pas perdre de vue. Même quand on sera durée déterminée, c'est un contrat d'exception. Et comme le dit la jurisprudence, il ne doit pas avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi permanent au sein de l'entreprise. Et quand plus le contrat à durée déterminée est long, plus vous le renouvelez, plus c'est facile pour le salarié d'établir, en fait, il a été embauché pour pouvoir un emploi permanent au sein de l'entreprise. Donc, le risque de qualification est important. Et après, on est sur quand on fait la somme des dommages et intérêts que le salarié peut obtenir, cette somme, elle est supérieure à la somme qu'il aurait pu obtenir s'il était en CDI pour la même durée. Vous avez l'indemnité de requalification, vous devez payer le préavis, vous devez payer l'indemnité de licenciement dès lors qu'il a plus de 8 mois, plus des dommages et intérêts qui sont les mêmes que s'il était en CDI. Donc, je rajoute aux dommages et intérêts liés à la propre rupture des sommes qui sont liées au régime juridique du contrat à durée déterminée qui n'a pas été respecté. Donc, je suis supérieure. J'ai un risque supérieur. Donc, le CDD, il faut vraiment faire attention quand on l'utilise, quand on le manipule. Bien sûr, quand on est sur un motif de remplacement, on ne peut pas faire autrement. On ne va pas embaucher quelqu'un qui est en arrêt maladie par un CDI. C'est sûr. Le surcroît d'activité, il faut bien l'analyser. On va voir si on est sur un vrai surcroît d'activité. Donc, il faut faire attention. On est le risque prud'homal en somme financière, il peut être plus élevé que par un CDI, avec aussi des cas, et on l'oublie assez fréquemment. Il y a des secteurs d'activité qui exposent les salariés à des accidents du travail, plus que le secteur tertiaire ou le secteur qu'on fait partie en Panama. Il y a quand même des secteurs, vous êtes dans le bâtiment, dans le travail public, et qui utilisent beaucoup le CDD comme motif, les contrats courts, comme motif d'embauche. Donc, il ne faut pas oublier que si, au moment où ce CDD s'arrête, le salarié est en arrêt de travail pour accident du travail. Il fait un contrat à durée déterminée, même si le salarié est en arrêt de travail, le contrat s'arrête. Si je n'ai pas prévu de renouvellement, il s'arrête. Il était en accident du travail au moment où le contrat s'arrête. Je lui remets son solde de compte. J'ai un risque de requalification et avec des sanctions qui sont assez importantes. Et ça, ce sont des sanctions que l'employeur ne mesure pas parce qu'il n'a pas le réflexe. On a le réflexe, quand on est dans une relation à durée indéterminée, on a le réflexe du motif de rupture tout de suite. Regarde, est-ce que je peux rompre le contrat s'il est en accident du travail ou en maladie professionnelle? On n'a pas ce réflexe-là. Quand on est dans une relation à durée déterminée, on a le contrat du salarié avec la pastille, il s'arrête le 31 janvier 2022. Le 31 janvier 2022, mon service RH lui remet son solde de secours et je ne vais pas regarder quelle était la situation de mon salarié qui était en durée déterminée. S'il était en accident du travail ou en maladie professionnelle à ce moment-là et qu'il demande la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée,
Le risque, c'est que je sois sur un motif de nullité de la rupture, parce que je n'ai pas le droit de rompre un contrat de travail d'un salarié qui était en accident du travail ou en maladie professionnelle. Et là, c'est quelque chose que je n'aurais même pas envisagé en tant qu'employeur, parce que je suis focalisée sur la durée de mon contrat. Alors, je ne veux pas affoler les employeurs qui font des contrats à durée déterminée, mais il faut avoir en tête un certain nombre de risques, et notamment ce risque-là qui n'est pas du tout appréhendé par les employeurs, ou du moins par les clients. J'ai une requalification, il était en accident. Là, on est très embêté et on est sur un risque financier beaucoup plus important. Et on aurait pu anticiper s'il était dans une relation à durée indéterminée. Parce qu'on aurait dit, voilà, on ne peut pas rompre, il y a une protection attachée à ce statut d'accidenté du travail, de maladie professionnelle, il y a des cas de rupture qui sont autorisés. Si vous n'êtes pas dans ces cas de rupture autorisés, vous ne rompez pas le contrat de travail. Voilà. J'ai entendu ça s'appelle l'accident de télétravail. Ah oui. Danger de mettre la caméra. Ça... Non, mais effectivement, donc au final, ça reste un risque extrêmement prégnant qui fait qu'au final, vers M. Dumarty, mais voilà, est-ce qu'on a un choix de recrutement? Est-ce que ça vous a déjà empêché de faire un recrutement, de dire, bon, voilà, je ne suis pas sûr de mon motif de CDD, donc soit je le prends en CDI parce que je me dis de toute façon, voilà, dans le doute, c'est que s'il y a un doute, c'est le motif d'un CDI, ou est-ce que ça fait plutôt, bon, on va gérer peut-être telle situation, on n'est pas sûr de pouvoir dire que c'est un surcoût d'activité, ou on n'est pas sûr que c'est un emploi permanent. Est-ce que c'est déjà arrivé, que ce soit chez Obama ou dans d'autres expériences passées, de ne pas recourir à un recrutement à cause de ces motifs-là? Non. Ou est-ce qu'il faudrait élargir les motifs de contrat court, ou à l'inverse, voilà, le cadre contemporain là, auquel on est arrivé finalement avec les dernières évolutions du CDI, est-ce que c'est quelque chose qui s'adapte bien aux besoins de recrutement que vous pouvez avoir en tant que directeur de ressources humaines? Moi, dans ma carrière, je n'ai pas souvenir d'avoir renoncé à un CDI pour un CDD. Il ne m'est pas arrivé de renoncer à un CDD pour prendre quelqu'un en CDI plutôt qu'en CDD. Parce que, comme ça a été évoqué tout à l'heure, quand on est sur des CDD de remplacement, maladie, congé de maternité et autres, on parle du postulat que le salarié va revenir, donc on ne va pas prendre le risque de recruter quelqu'un en CDI pour remplacer quelqu'un. On s'imagine mal licencier quelqu'un sous prétexte qu'il y a un retour de quelqu'un qui était absent. Sur du surcroît, effectivement, la difficulté, c'est toujours se dire d'abord, quelle va être la durée de ce surcroît? Quelle est la cause de ce surcroît? C'est parfois le sujet sur lequel les organisations syndicales nous interrogent quand, par exemple, dans certains services, on va avoir une proportion plus importante de CDD que dans d'autres services de l'entreprise. Et on va venir nous dire que s'il y a autant de CDD dans tel ou tel service, ça veut bien dire que l'activité est pérenne, que le surcroît d'activité est pérenne, et que donc il faut titulariser en CDI tout ou partie des CDD. Et là, on peut parfois être un petit peu en difficulté parce qu'on peut avoir éventuellement des successions de surcroît qui arrivent. Si je parle du secteur de l'assurance, vous pouvez éventuellement avoir un surcroît d'activité lié à des périodes de quittancement, de facturation, donc avec beaucoup d'appels, beaucoup de charges administratives. Vous prenez des personnes en surcroît pendant 2, 3, 4 mois, et puis pouf, un événement climatique, un énorme sinistre, un coup de vent, une tempête, fait que vous allez avoir un deuxième éventuellement surcroît différent du premier qui font que les gens que vous avez en CDD depuis plusieurs mois, vous allez leur proposer un autre surcroît, mais sur un autre motif éventuellement de surcroît. Et puis après, vous avez des personnes en surcroît qui vont basculer sur des remplacements d'une maternité, etc. Et donc, vous pouvez avoir comme ça, pas par une volonté délibérée de l'employeur, mais par la succession d'événements imprévus, des gens qui peuvent être effectivement en CDD pendant 1 an, 18 mois, 2 ans. Et on va vous demander de les requalifier en CDI, ou on va, nonobstant les motifs de surcroît au CDD, vous dire, vous voyez bien, telle ou telle personne, elle est en CDD depuis 2 ans, donc ça veut dire que le surcroît, il est structurel, il n'est pas conjoncturel, et donc il faut la placer en CDI. Bon, on essaye un petit peu de s'en sortir de ce genre de situation. Alors, il arrive effectivement que parfois le turnover, la pyramide des âges nous permettent de titulariser en CDI des gens qui étaient en CDD depuis longtemps et de résorber, merci bien, le sujet de cette façon-là. Ce qui nous ennuie toujours, c'est éventuellement d'être obligé de ne pas pouvoir garder des gens. La difficulté, parfois, c'est qu'on a des gens en CDD dont on est extrêmement satisfait, mais qu'on ne peut pas passer en CDI parce qu'on n'a pas les postes en CDI, mais qu'on aimerait bien garder alors on
essaie de jongler sur les surcroîts, on essaie de passer d'un surcroît à un remplacement, d'un remplacement à un surcroît, pour essayer de les garder le plus longtemps possible, en espérant à un moment donné d'avoir une fenêtre de tir d'un poste qui se libère et de pouvoir les titulariser en CDI, parce qu'ils sont là depuis déjà plusieurs mois, qu'ils sont formés, qu'ils connaissent les outils, patati patata, et que on se dit c'est ballot de la laisser partir, si dans 3 mois il faut recruter quelqu'un d'autre, que cette personne-là, évidemment, elle ne va pas nous attendre chez elle, donc elle va trouver du boulot ailleurs, surtout par les temps qui courent de tension sur le marché de l'emploi. Et ça veut dire que peut-être dans 3 mois, on va être obligé de rechercher quelqu'un qu'il faudra reformer, enfin, etc., etc. Bon. Donc on essaye un petit peu de jongler. La vocation d'un employeur comme nous, ce n'est pas de précariser l'emploi, comme je le disais, on est à 96,5% de CDI, hein, donc on n'est pas dans le pourcentage de CDD, c'est vraiment du congé maternité, de l'absence maladie ou du surcroît temporaire d'activité lié à un événement climatique, une migration informatique qui génère voilà, des surcroîts de travail. Donc voilà, c'est comme ça qu'on le gère, mais on ne prend jamais en CDI des gens sur des postes où on pense qu'il y a vraiment un CDD. On ne prend pas ce risque-là parce que bon, même si la rupture du CDI est plus facile aujourd'hui qu'il y a 10 ans, on ne recrute pas des gens en CDI pour les licencier. On ne recrute pas des gens en CDI en se disant de toute façon, ce n'est pas grave, si on en a plus besoin, on fera une rupture conventionnelle. Enfin, il y a certainement des employeurs, il y a des salauds partout, hein, mais voilà, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre approche, ce n'est pas nos valeurs. Donc, quand on prend quelqu'un en CDI, c'est qu'a priori, on s'inscrit sur la durée. Alors, on ne sait pas si cette durée sera 2 ans, 10 ans ou 20 ans. Hein. On s'inscrit sur la durée, en tout cas, pas comme dans le cadre d'un CDD. Voilà. Donc, même si le CDD, c'est plus compliqué, même si le CDD, comme vous l'évoquez, madame, tout à l'heure, un CDI, vous n'êtes même pas obligé de faire un écrit. Hein, l'élément de preuve, c'est vous donne paye, hein, ça n'est pas le contrat de travail. Le CDD, il faut effectivement un motif extrêmement précis, date de début, date de fin, machin, virgule. Le CDD, il faut le rédiger. Dans les 48 heures, il faut le donner à la personne, sinon vous avez un risque de requalification en CDI. Moi, je n'ai jamais vu de CDI requalifié en CDD. Hein. Par contre, des CDD requalifiés en CDI, ça existe. Voilà, donc c'est un risque. Voilà, mais après, c'est un risque. Le CDD apporte aussi une souplesse. Vous ne pouvez pas pouvoir tous les postes en permanence en CDI. Parce que voilà, vous avez aussi des missions temporaires. Des fois, vous avez besoin d'informaticiens pendant quelques mois parce que vous avez une montée de version, parce que vous avez un changement de logiciel, parce que vous avez un changement de procédure, etc. Donc, le CDD, malgré sa complexité, apporte quand même cette souplesse inhérente à la vie de l'entreprise. J'en tiens quand même qu'il peut y avoir quelques cas, finalement, peut-être prolonger un peu un CDD, une période d'incertitude. Est-ce que le salarié qui est parti en congé va revenir? Est-ce qu'il va pas avoir un nouvel arrêt? Finalement, ça pourrait être un… Dans une entreprise d'une certaine taille, vous avez par définition des postes qui se libèrent très régulièrement. Quand vous avez des très bons CDD, vous essayez d'étirer le CDD au maximum du déraisonnable en espérant pouvoir faire le jump et sauter sur un CDI dès qu'il y a un poste, voilà, pour les problématiques de formation, de difficultés de recrutement, et que c'est aussi des gens qui ont envie de rester. Mais à un moment donné, voilà, si vous remplacez un congé maternité, la personne revient, personne malade, évidemment, ce qu'on lui souhaite, c'est de revenir, donc elle revient d'une longue maladie, ou un congé sabbatique, ou un congé de création d'entreprise, enfin, que sais-je encore. Ces gens-là reviennent et vous ne pouvez pas ne pas les laisser revenir. Donc, alors, la chance d'une entreprise de 2200 personnes, sur 6 départements, etc., c'est que vous pouvez toujours arriver à trouver le poste en CDI qui se libère ou le nouveau CDD dans un autre service qui vous permet, en comprimant le délai entre les 2 contrats, quand même d'offrir une opportunité aux salariés. Voilà, ensuite, et puis ensuite, on passera la parole un petit peu s'il y a des questions. Je vais juste compléter nos propos. C'est qu'il y a quand même des secteurs d'activité où ce sont les salariés qui sont demandeurs du contrat à durée déterminée, notamment des secteurs d'activité de bas salaire, et où les employeurs sont un peu confrontés au caractère nomade des salariés. Ils ne veulent que des contrats courts, d'abord parce qu'ils vont cumuler avec la prime de précarité, ça leur augmente de 10%. Et puis, ils sont nomades, ils vont d'un employeur à un autre. Il y a des secteurs d'activité, malheureusement, où notamment tout ce qui est l'aide médico-sociale, il y a des secteurs d'activité qui n'arrivent plus à recruter en contrat à durée indéterminée. Ils ne trouvent que des salariés. Et encore, quand ils en trouvent, ce sont des salariés qui préfèrent des contrats courts. Oui. Donc, effectivement, il n'y a pas que les employeurs qui souhaitent embaucher en CDD. Il y a quand même, dans certains secteurs d'activité, notamment les bas salaires, des salariés qui préfèrent le recrutement sur une durée courte, quitte à changer régulièrement
quitte à changer régulièrement d'emploi, mais ils gèrent comme ça la temporalité de la relation de travail, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent quand ils en ont envie ou besoin, beaucoup plus facilement que dans le cadre d'une relation avec quelqu'un déterminé. Les employeurs arrivent à rentrer dans un motif pour les recrutements. C'est la question qu'il ne faut pas poser. Ça dépend. Quand on est sur l'aide médico-sociale, il y a un tel volant d'absentéisme, maladie ou absentéisme formation, c'est qu'on arrive quand même à trouver des contrats, à faire des CDD de remplacement. C'est un peu plus compliqué dans l'hôtellerie et la restauration ou dans le restaurant. Le salarié, le cuisinier qui va être qu'en CDD, c'est un peu plus compliqué, effectivement, parce que là, un restaurant, le cuisinier, c'est quand même un emploi permanent. La définition de l'emploi permanent, un emploi par lequel on ne peut pas recruter en CDD comme ça. Merci beaucoup. Alors, je propose, la parole va être à la salle virtuelle. Je vous propose si vous avez des questions à poser à nos intervenants pour cette première table ronde, n'hésitez pas à vous manifester. Dans Zoom, on peut lever la main virtuelle, on peut essayer, mais sinon, n'hésitez pas à mettre votre caméra et à vous manifester. Même si on a pris un petit peu de retard, on peut évidemment vous écouter et nos intervenants vont vous répondre avec plaisir. Moi, je veux bien poser une question, si vous m'entendez. On vous entend. Joanne Marek, je travaille pour le Crédit Mutuel Arkea, donc je suis juriste à la direction des ressources humaines, donc juriste en droit du travail. Vous parliez tout à l'heure des nombreux abandons de poste. Donc, monsieur, nous, on est confrontés exactement aux mêmes problématiques que vous. C'est-à-dire que lorsque des demandes de rupture conventionnelle n'aboutissent pas favorablement pour les salariés, en fait, ce sont des abandons de poste qui s'en suivent et très souvent conseillés par les OSR ou a priori les chambres de commerce, mais c'est un autre sujet. On a envisagé à un moment pour limiter la propagation de ce type de process, de laisser traîner les dossiers en laissant les salariés ne pas déclencher la procédure d'absence injustifiée, mais en laissant les salariés en absence sans solde, donc en suspension du contrat de travail, ce qui ne leur permettait pas de s'inscrire à Pôle emploi. Alors, l'intention était pas malveillante, mais seulement, comme vous, on en a assez de voir les salariés quitter l'entreprise pour travailler dans des banques concurrentes. Et je voulais savoir si c'est quelque chose que vous aviez envisagé vous aussi et que vous aviez pratiqué éventuellement, ou si, maître, c'est des choses que vous pouvez rencontrer dans le cadre de contentieux. Alors, moi, Merci beaucoup. Pour répondre effectivement, quand on a des clients qui viennent nous voir et qui nous posent la question, j'ai un salarié qui sollicite une rupture conventionnelle du contrat de travail, je veux pas faire droit à sa demande. Donc, on essaye d'analyser pourquoi, parce que des fois, il peut y avoir l'effet boomerang d'un salarié à qui on refuse une rupture conventionnelle et qui, pour provoquer cette rupture conventionnelle, ou du moins la rupture de son contrat de travail, va trouver des failles dans la relation contractuelle. C'est-à-dire qu'il peut aller sur le terrain de l'épuisement professionnel, il peut essayer de chercher quel moyen de pression il peut avoir sur l'employeur. Donc déjà, avant de dire oui ou non à une rupture conventionnelle, ou de dire non à la rupture conventionnelle, il faut savoir comment s'est passée la relation de travail avec ce salarié, pour essayer de mesurer, si on dit non, quel moyen d'action il peut utiliser contre vous, autre que l'abandon de poste, qu'il peut utiliser contre l'employeur pour essayer de faire pression sur la sortie. Si effectivement il n'y a pas ça, moi je dis à mes clients, il n'y a pas un droit au licenciement, c'est-à-dire que le salarié n'a pas un droit à la rupture de son contrat de travail, il veut partir, il part. Vous n'avez pas l'obligation de déclencher la procédure d'abandon de poste ou d'absence injustifiée en le mettant en demeure, comme disait M. Dumarty, de justifier de son absence, de reprendre son poste et au bout de 2-3 mises en demeure, on rompt le contrat de travail. On n'a pas l'obligation de rompre l'employeur, vous n'avez jamais l'obligation de rompre un contrat de travail. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous ne rompez pas le contrat de travail de ce salarié qui est en absence injustifiée, c'est que le contrat de travail demeure chez vous, c'est-à-dire qu'il est suspendu parce qu'il n'exécute plus sa prestation de travail, mais il est toujours dans vos effectifs et il est toujours salarié de l'entreprise. On ne fait rien, il est salarié de l'entreprise, dans 2 ans, il revient. Toc, 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 c'est moi,
je reviens parce qu'on n'a jamais rompu son contrat de travail. Et là, je ne peux plus, il y a des règles de prescription, on ne peut plus rompre un contrat de travail, on ne peut pas invoquer des faits qui sont anciens pour rompre le contrat de travail. Donc, au bout de 2 ans, imaginons, il était au Crédit Mutuel et puis il passe à la Banque Populaire, ça ne se passe pas très bien, et bien, il revient vers vous en disant, vous n'avez jamais rompu mon contrat de travail, je reviens. Donc, je ne sais pas, moi c'est ce que je dis à mes clients, effectivement, vous ne faites rien, le salarié est très embêté parce qu'il n'a aucune protection, il n'a plus de salaire, hein. Et puis il ne peut pas s'inscrire à Pôle emploi non plus parce que son contrat de travail n'est pas rompu. Il y en a quelques-uns qui sont très malheureux de cette situation-là, ils vont voir le médecin en disant c'est épouvantable ce qui m'arrive, donc le médecin peut l'arrêter, donc il peut avoir un arrêt de travail, mais autrement, il n'a plus de revenus et il ne peut pas s'inscrire à Pôle emploi, mais son contrat de travail chez vous demeure et dans 10 mois, 12 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, pourquoi pas, j'en sais rien, et bien, il peut revenir chez vous. Il peut revenir chez vous. Le contrat de travail, il renaît, il revient. Ce n'est pas motif de recours. Alors, oui, mais si, il est absent quand même de son poste. Il est absent. Il est quand même absent de son poste. Hein. Donc, il n'est pas malade, mais il est absent de son poste. Donc, on peut effectivement on peut le remplacer en CDD, mais c'est surtout effectivement que ce salarié-là, il peut revenir dans 5 ans en disant toc, toc, toc. Merci. Continue de courir, donc les indemnités éventuellement qui sont calculées. Ça, c'est ça serait un autre débat. Ça sera un autre débat sur l'ancienneté. Ce sera un autre débat. Si jamais il y a une rupture du contrat, au final, les indemnités, elles sont plus longues. Comme il n'y a pas eu de prestation, enfin pour moi, comme il n'y a pas eu de prestation de travail, je ne suis pas sûre que l'ancienneté, il faudrait voir dans les conventions collectives, mais bon, ce serait un peu assimilé comme un congé sans solde en quelque sorte. Ça serait à. Il faut se battre. Ça risque d'être. En tout cas, c'est surtout de voir réapparaître quelqu'un de 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et moi, pour répondre à ma collègue du Crédit Mutuel, effectivement, j'avoue que parfois c'est tentant de ne pas rompre le contrat de travail parce que, entre guillemets, on n'a pas que ça à faire, c'est une procédure lourde et qu'on a parfois, on est peut-être animé d'un esprit de vengeance. Et la colère est mauvaise conseillère. Donc, effectivement, nous, on actionne la procédure de licenciement pour faute grave assez rapidement, surtout quand on est absolument persuadé que c'est une absence délibérée et que l'objectif recherché par le salarié, c'est le licenciement pour faute grave, pas pour faire plaisir aux salariés, mais tout simplement parce que, alors pour rompre le contrat, et aussi pour pouvoir ouvrir le poste, parce que bien souvent, c'est quand même de remplacer la personne, parce que en règle générale, elle n'était pas payée à rien faire, elle occupait un poste. Et donc, souvent, si on veut ouvrir le poste pour la remplacer, il vaut mieux qu'elle ne soit plus là, quoi. Parce qu'effectivement, si elle s'absente pendant quelques semaines, qu'on la remplace, et puis tout d'un coup, elle vient taper à la porte en disant « Je viens reprendre mon poste. Ah, mince, zut, on vous a remplacé par quelqu'un en CDI. » Ce qui pourrait être paradoxal, c'est que c'est nous qui apparaîtrions comme étant les fautifs. Alors là, j'ai eu un cas, là aussi, très récent. Je suis désolé, dans une boîte de 2200 personnes, ils s'en passent tous les jours. C'était lundi ou mardi, un collaborateur du réseau commercial à qui nous avons refusé une rupture conventionnelle est parti d'une agence du Finistère pour rejoindre sa petite amie à Nantes parce qu'on lui avait pas trouvé un poste sur Nantes. Et donc, il a considéré que, comme on n'avait pas accédé à sa demande de mobilité professionnelle, il était dans son bon droit, il a garé la voiture devant l'agence à Quimper ou je ne sais où, et puis il a pris le train, puis il est parti à Nantes. On sait qu'il est à Nantes et on n'a pas de nouvelles depuis 3 jours. Donc, c'est vrai que là, moi, j'ai par exemple demandé à mon service paye de suspendre sa paye et puis de ne pas le payer. Il est absent depuis le 18, je crois, depuis mardi 18 midi. Et puis, on va laisser courir la paye du mois de janvier et puis il recevra une paye du mois de janvier qui va être amputée en grosso modo de la moitié d'un mois. On se dit que peut-être là, ça va le faire réagir. Mais in fine, on pense qu'il est à Nantes avec sa petite amie, donc il ne reviendra pas à Quimper et qu'il va bien falloir qu'on finisse par le licencier à un moment donné, de toute façon. Alors, on va se faire un petit plaisir en essayant de le mettre un petit peu en difficulté financière, ce sera notre petite vengeance égoïste. On se dit que peut-être s'il voit qu'il n'est pas payé, il va peut-être nous envoyer sa lettre de démission. Bon, on ne sait jamais, sur un malentendu. Sinon, on sera sur un licenciement pour tout ça. Merci pour vos réponses. Ça nous paraît compliqué de laisser perdurer comme ça un contrat qui flotte un peu en l'air, où la personne est encore dans les effectifs, mais elle n'est pas là. On n'est jamais à l'abri qu'elle revienne juste pour nous emmerder et qu'elle vienne taper à la porte d'une agence en lui disant « Coucou, c'est moi, je suis salarié de l'entreprise. Merci, j'ai un contrat de travail. »
et merci de me fournir un travail parce que c'est votre obligation en tant qu'employeur, vous avez l'obligation de me fournir du boulot. S'il a un pouvoir de représentation, il faut lui enlever, enfin, pouvoir de représenter l'agence à la garde. Oui, alors en plus, si par exemple il a un véhicule de service, tant qu'il a son contrat de travail, on ne peut pas lui retirer son véhicule, on ne peut pas lui retirer son ordinateur, on ne peut pas le blacklister des listes de diffusion, on est obligé de faire semblant de l'inviter encore aux réunions, on ne peut pas récupérer son matériel informatique. Donc, je veux dire, à part essayer de l'emmerder au maximum pendant quelques jours, à un moment donné, il faut bien qu'on prenne acte de la rupture de contrat de travail. Surtout que, comme on est sur un licenciement pour faute grave, entre guillemets, ça ne coûte rien. Si ce n'est la procédure, il faut faire des papiers, il faut le convoquer, il ne se présente pas, machin, tout le milieu. Ça prend du temps, c'est long, c'est pénible, ça fait de la paperasse, et on est obligé d'en passer par là. Je vous propose de passer à la deuxième table ronde, et puis s'il y a même des questions qui reviennent sur la première, peut-être qu'on pourra les incorporer à la deuxième aussi.